avec Nicolas Néjon dans le Talking to Med, le podcast de Nexialist sur les acteurs du DM, une série de podcasts qui veut mettre en avant des personnes connues ou moins connues qui font le sel de l'innovation en France dans le domaine de la medtech. Nicolas Néjon est un enthousiaste forcené, un optimiste indécrottable, un gars qui ne conçoit la vie que dans le challenge, dans les tentatives, dans les paris. Il a besoin d'innover, il a besoin d'entreprendre, il a besoin de vie et d'aventure. Déjà étudiant, Nico savait qu'il serait chef d'entreprise. Il a ça dans le sang. Question aussi de gêne peut-être. Son frère l'est aussi. Titulaire d'un diplôme de l'ISIFC, il a débuté sa vie professionnelle à Saint-Étienne, aux côtés du professeur Guin, éminent chirurgien-trouveur, comme il aime à se qualifier, spécialiste en ophtalmologie et notamment dans la greffe de cornée. À l'époque, Nicolas tente de donner vie aux différents projets que Philippe Guin souhaite voir émerger. Puis sa route, toujours orientée vers l'innovation, va le mener en tant que CTO dans une start-up parisienne, Reofast, issue d'un projet d'ailleurs initié avec Biotica, entreprise universitaire de l'ISIFC. Il va pendant plus d'1 an et demi tenter vaille que vaille de faire avancer ce projet de DMDiv. Et ce sera enfin l'aventure Aven. Là, il sort de sa zone de confort, il s'extrait du dispositif médical et décide de commercialiser un bouchon connecté qui a pour ambition de démocratiser l'accès au vin en permettant à toute personne d'avoir un vin à bonne température avec le temps d'aération optimal pour une dégustation dans les meilleures conditions. Il en est le CEO et rapidement sa petite entreprise va croître et son rêve se réaliser puisqu'aujourd'hui, si vous souhaitez tenter l'expérience, je ne saurais vous conseiller d'aller sur le site d'Aven, A-V-E-I-N-E, pour le commander. J'ai connu Nico en 2010 et j'ai toujours suivi sa route. Le garçon ne cesse de me surprendre. Il est plein de ressources, d'idées nouvelles. C'est un homme de réseau et il est passionnant parce que l'ennui et la routine sont des termes proscrits de son vocabulaire. Bonjour Nicolas. Comment vas-tu ? Bonjour Florent. Très bien et merci beaucoup pour cette introduction qui fait plaisir à entendre. Enfin, je t'en prie. Et toi, tu te qualifies comment aujourd'hui ? Tu dirais quoi à nos auditeurs qui ne te connaissent pas pour te présenter ? Alors, je pense que je suis profondément entrepreneur, comme tu le disais. Je pense qu'il y a un petit côté utopique chez moi, aller chercher des fois des choses au-delà du réalisme, et puis un petit côté romantique aussi. Donc je dirais entrepreneur utopique romantique, tu vois. C'est beau, t'es un romantique, toi, Nico. À fond, mais tous mes projets ont à voir avec ça, tu vois. C'est une idéalisation de la vie. Et tu fais quoi, ton actualité, c'est quoi aujourd'hui ? Tu es toujours sur Aven ? Alors voilà, j'ai Aven, l'entreprise que j'ai créée il y a 7 ans, je l'ai transmise il y a quelques mois à mes actionnaires et mes salariés. Et là, je suis dans une phase où j'accompagne cette transmission, c'est-à-dire que j'en suis plus le président, c'est eux qui ont repris la main et moi, je transmets tout le savoir accumulé au cours de ces 7 ans et je fais en sorte que cette transmission se passe bien. Et en parallèle de ça, j'ai quitté Paris où j'étais quand je dirigeais Aven pour m'installer dans le sud de la France, en plein milieu de nulle part, pour prendre un peu de recul, réfléchir, sortir la tête du guidon. C'est agréable aussi de revoir le monde sans être dans l'urgence et peut-être prendre du recul pour mieux sauter vers une nouvelle aventure. Donc là, aujourd'hui, tu es en attente de nouveaux projets, de nouvelles aventures. Je crois que tu avais une activité aussi un peu de consultant pour aider les... Ouais. Tout à fait. Ça fait depuis quelques années que j'ai appris que le meilleur moyen de se sortir la tête du guidon, c'était aussi de travailler avec d'autres personnes sur d'autres sujets. Donc, j'ai une activité de consulting où j'accompagne des entrepreneurs de tout domaine, tout niveau de maturité de l'entreprise pour leur mettre à disposition mon expérience, mon savoir-faire, mais aussi souvent juste leur permettre de discuter avec un autre chef d'entreprise et de prendre du recul sur le quotidien. Et tu as des projets dans le dispositif médical également ? Alors, je regarde effectivement pas mal de sociétés dans le domaine du dispositif médical, dans le domaine du médicament. Enfin, aujourd'hui, je suis dans une phase multi-projet, on va dire, dans certains dans lesquels j'ai investi un petit peu, d'autres dans lesquels j'ai investi financièrement, d'autres dans lesquels j'ai investi du temps. Enfin, je suis vraiment dans une phase de maturation et de réflexion sur c'est quoi la suite, en parallèle de quoi je continue à faire en sorte que Aven aille vers les plus beaux cieux. D'accord, très bien. Donc là, généralement, à mes interviewés, je pose une question, comment tu vis aujourd'hui le passage réglementaire au niveau du dispositif médical? J'imagine que c'est pas tout à fait ton actualité, à moins que tu
qu'une phase change. C'est peut-être moins mon activité que d'autres personnes que tu peux interviewer, c'est vrai. Après, comme on le disait juste avant, tu vois, dans mon activité de consulting, j'interviens dans des milieux hautement réglementaires, par exemple du militaire ou de l'aviation. Et de mon expérience, alors c'est une expérience très personnelle, hein, loin de moi l'idée de dire que je suis que j'ai une capacité ou une compétence réglementaire quelconque. Par contre, j'ai un petit peu de recul sur ces différentes verticales de l'entreprise, et je pense sincèrement que l'environnement réglementaire, quand il est homogénéisé, ce qui n'est pas toujours le cas, mais qui semble être le cas dans le monde du médical, et ben c'est rarement un frein, mais c'est plutôt une opportunité de prendre l'ascendant sur des concurrents qui auraient plus de mal à l'appréhender. Je pense vraiment que souvent on râle vis-à-vis du réglementaire, mais en fait le réglementaire c'est une nouvelle barrière, et ceux qui arrivent à la franchir le plus vite ou le plus facilement possible, c'est ceux qui se différencieront dans la course. Ça fait plaisir d'entendre ça, parce que c'est un peu l'ADN de Nexialist. Aujourd'hui, là, ton quotidien, il se nourrit de quoi, Nicolas? Donc, tu as parlé que tu étais en attente, en réflexion. Qu'est-ce qui mobilise ton énergie? Qu'est-ce que tu apprécies? Qu'est-ce que tu fais sous la contrainte? Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu n'aimes pas faire en ce moment-là? Alors, le gros de mon activité, qui était déjà le cas quand j'étais président d'Aven, et qui est, je pense, que j'aime au fond, c'est d'éteindre des incendies. En fait, c'est de solutionner des problèmes insolutionnables. C'est tous les matins, je me lève avec une vague idée de ce que va être ma journée, ce matin encore, mais la plupart du temps, rien ne se passe comme prévu. C'est-à-dire que quand je me lève, j'ai personne qui me dit ce que je dois faire. Tout au plus, on me contacte pour me dire ce qui va pas. On m'appelle en disant: Ah, Nico, il y a une urgence, il y a besoin de toi et compagnie. Et grosso modo, il faut que je règle ça, et il faut que je me débrouille pour le régler, en sachant que très souvent, je ne sais pas comment le régler. Donc, pour ceux qui sont passés par l'ISIFC, c'est un peu comme une war room tous les jours, avec des niveaux de criticité et de difficulté plus ou moins importants. D'accord. Tu vois ça comme ça, toi. Ok. Ok. Mais c'est très positif, hein. Pour moi, la War Room, c'était une excellente expérience dans l'ISIFC. En fait, quand on met sous pression les gens ensemble dans le collectif pour essayer de solutionner des problèmes complexes, on en ressort des choses fantastiques. Et je trouve que c'est le moment où les gens sont le plus productifs. Et de quoi es-tu, donc on va parler un peu plus côté personnel désormais, de quoi es-tu le plus fier dans ton parcours professionnel? De ton activité auprès du professeur Guin, dans Réophase, dans Amen, qu'est-ce qui t'a rendu le plus fier? Effectivement, j'ai fait pas mal de choses d'un point de vue professionnel en peu de temps. J'ai monté plusieurs entreprises, certaines qui ont marché, qui ont été revendues, d'autres qui se sont cassées la gueule. Et souvent, les gens me demandent si je suis fier de ce que j'ai réalisé. Alors forcément, on va pas se mentir, je suis un petit peu fier, et ça flatte, et que les gens posent la question. Mais en regardant ça avec du recul, je pense sincèrement que j'aurais pu en faire 10 fois plus. Et par contre, ce dont je suis vraiment hyper fier, au-delà des réalisations, c'est ce que j'ai vécu, et des gens que j'ai rencontrés. Je pense que c'est ma plus grosse réussite professionnelle, c'est des vécus et des rencontres. Des rencontres dans tous les secteurs d'activité, du coup. Exactement. À la fois dans le vin et à la fois dans le medtech. Tout à fait. Et il y a des gens qui t'ont inspiré, il y a des gens qui t'ont influencé justement dans ce parcours? Alors, il y a énormément de gens. Tu vois, si je devais reprendre le film, je pourrais dire, si je devais résumer ma vie aujourd'hui, c'est d'abord des rencontres. Tu vois de quel film je parle? C'est assez curieux de se dire que les hasards, les rencontres forgent une destinée. Au-delà de la citation qui prête à sourire, en fait, c'est vraiment vrai. Tout ce que j'ai fait, vu ou compris, je le dois à des gens. Je remercierai jamais assez tous les gens que j'ai croisés, des gens dont tu fais partie, hein, faut pas, ainsi que les autres professeurs de l'ISIFC. Tous m'ont apporté quelque chose. Alors un peu de nuance, hein, tous m'ont pas apporté que des choses positives, mais ils m'ont tous apporté quelque chose. Et je pense que l'être humain, c'est avant tout un animal social, et que c'est dans le collectif que se situe la valeur des choses, et que c'est en rencontrant des gens qu'on progresse. D'accord, donc c'est la somme en fait de toutes ces rencontres, mais il n'y a pas une personne dont tu t'es dit, tiens, j'aimerais bien avoir Si, à chaque étape, il y a une personne. Hein. Typiquement, tu vois, tu fais partie des gens qui m'ont marqué à l'ISIFC avec Nadia. Quand on continue, le professeur Guin et Gilles Turé m'ont énormément marqué aussi. Quand on était à Réofast, Gérard et Olivier m'ont marqué. À Aven, mes collaborateurs et certains de mes investisseurs qui sont absolument fabuleux m'ont marqué. Tu vois, par exemple, je me souviens Cécile Réal, donc, qui est à la tête d'un fonds d'investissement qui s'appelle Medivice, et qui est aussi à la tête d'une entreprise
En deux diag. Exactement, en Dodiag. Et ben, je l'avais rencontré quand j'étais à l'Easy FC dans les projets qu'on faisait. Et je lui avais mis un pitch deck que j'avais imprimé d'un projet que je voulais lancer à l'époque. Parce qu'elle m'impressionnait, je trouvais que son parcours était fantastique. Et ben aujourd'hui, 10 ans après, Cécile est actionnaire d'Aven. Bah, tu vois, ça c'est des rencontres qui, à un moment donné, ont cheminé. Et en fait, il y a plein de gens de mon parcours qui m'ont accompagné, qui m'ont suivi, qui sont devenus actionnaires, ou qui sont devenus clients, ou qui sont devenus supports. Et en fait, je trouve que bah, ça, c'est une grosse réussite d'avoir emmené ces gens-là dans mon aventure humaine. Ok, je ne savais pas du tout que Cécile avait pris des parts dans l'aventure Aven. Et c'est bien, hein, parce que finalement, c'est dans la suite de ta prise d'initiative quand tu étais étudiant, c'est ça? Exactement. C'est un contact qui s'est initié. On est resté en lien. On s'envoyait des news de temps en temps. Et à un moment donné, le déclic se fait et c'est parti, quoi. Et Cécile est une personne incontournable, effectivement, dans le domaine. Et Cécile dans le médical, fait partie des gens qui mériteraient d'être plus mis en avant. Dans mes actionnaires chez Aven, j'avais Jean-François Hénin, qui était le Mozart de la finance grandiose, où ça a été une inspiration intellectuelle et un soutien sans faille. Enfin, vraiment, j'ai un nombre de personnes que j'ai rencontrées et qui ont fait qui je suis aujourd'hui, que c'est vraiment la citation, quoi. Ma vie, c'est d'abord des rencontres. Ouais. Et toi, tu as des passions, Nico? Toi, tu fais quoi dans tes moments de libre, là, quand on a quelques-uns? J'en ai deux parce que c'est une question qu'on me pose souvent et j'ai réfléchi et je me suis dit, bah vas-y, on va synthétiser ça en deux passions. Je vais en prendre une qui est assez classique, comme ça va parler aux gens de se dire j'ai une passion. Donc la première, c'est la photo. J'adore la photo, aussi bien en tant que photographe que en tant que comment dire d'observateur de photos. Je trouve que la photo, c'est quelque chose, même quand tu prends quelque chose de banal en photo, et ben ça te permet de prendre le temps de se poser, de regarder et d'admirer la beauté du banal. En fait, la photo, ça a la capacité de figer dans le temps des choses hyper banales, mais que tu vois même plus quand la vie passe. Et en fait, le fait de les figer et de les mettre sur une pellicule, sur une toile, même sur un écran, ça te permet de le reconsidérer différemment. Donc, tu vois, ça c'est un passe-temps assez classique. Et le deuxième... Tu t'es équipé en matériel, forcément. Oui, tout à fait. J'ai acheté pas mal de matos. Alors du vieux matos, parce que dans la photo, il y a les technophiles où il leur faut le dernier matos. Et en fait, la réalité, c'est que l'habit fait pas le moine, quoi. C'est le photographe, même avec du vieux matériel, on arrivait à faire des photos sublimes. Donc faut pas chercher la course Enfin, il y en a, c'est leur truc de chercher la course au matos. Moi, c'est plutôt de chercher la course à l'expérience. C'est quoi? C'est des paysages, c'est des portraits, qu'est-ce qui te motive plus? Alors j'adorerais savoir faire des portraits. Je sais juste faire des portraits avec le téléobjectif parce qu'à partir du moment où les gens me regardent, ils perdent le naturel. Les gens sont beaux quand ils se rendent pas compte qu'ils sont beaux. Je sais pas comment te dire ça, mais quand les gens se rendent compte qu'on les prend en photo, ils perdent ce naturel qui les rend beaux. Donc autrement, c'est des paysages, des animaux, enfin vraiment des choses assez banales. Et je voyage pas mal par rapport à ça parce que je trouve que le monde est rempli. Tu vois, c'est mon côté romantique. Tu me demandais comment tu te décris, on retrouve le romantisme. Et c'est noir et blanc préférentiellement ou plutôt couleur ou ça dépend? Les deux. Les deux. Les deux. C'est vraiment, je prends ce qui m'inspire. Donc des fois, je marche pendant 3 heures avec 5 kilos de matos pour prendre 0 photo. Je suis transpirant. Et puis des fois, ça va, ça vient. Les choses parlent et inspirent et des fois non. Ok. Et ta deuxième passion? Et la deuxième, et celle-là, c'est pour moi la plus importante, c'est les gens. J'adore les gens. Je trouve que les gens, ils sont passionnants. Je trouve que les gens, des fois, ils sont beaux, des fois, ils sont moches, des fois... Les gens, dans ma vie, c'est des trucs, et ils ont été capables du meilleur comme du pire. Mes plus belles expériences, les plus belles choses que j'ai vues, c'était des gens, et les pires, c'était les gens. Et en fait, les gens, contrairement au reste, tu vois, dans une entreprise, les gens, c'est l'impondérable. Tu peux anticiper et prévoir plein de choses, même des choses dures à prévoir, comme des crises de composants, des machins, des accidents, même une pandémie, tu peux la prévoir, mais comment les gens vont réagir, tu peux pas le prévoir. Les gens, c'est inattendu, c'est spontané, les gens, c'est passionnant. Et du coup, je passe beaucoup de temps avec les gens. Donc à rencontrer des nouveaux gens, à boire des coups, à discuter, à échanger, à s'appeler, à prendre des news, j'adore les gens. Ok, ça c'est une réponse assez
D'où la photo, tu vois, qui est plus traditionnelle. Je pensais que tu allais dire le vin. En fait, le vin, ça n'a jamais été ta passion. Tu n'as jamais été œnologue dans la... Non, 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 en fait, j'ai de la famille qui est dans le vin et moi, j'ai jamais grandi là-dedans. J'ai grandi avec l'image du vin de mon grand-père qui m'a dit, en fait, on s'en fout que tu sois un spécialiste, l'important, c'est les moments que tu passes et les expériences que tu véhicules. Et quand je suis arrivé à Paris, j'ai rencontré beaucoup de gens qui s'intéressaient au vin et qui avaient l'impression que le vin, c'était compliqué, difficile d'accès et que c'était prétentieux. Donc, ils lisaient des livres, ils suivaient des formations, ils allaient voir des trucs et ils avaient l'impression qu'il fallait se la péter un peu, que quand dans un dîner, t'en avais un qui disait, ah, je ressens des arômes, de machin, de trucs. Eux, ils étaient écrasés et ils disaient oui, oui. Et c'était à l'opposé de la vision de mon grand-père, pour qui, lui, le vin, c'était quelque chose, un bien d'expérience, un bien de partage, un bien de moment de convivialité. Un peu comme le chocolat ou le fromage, tu vois. T'as tout autant de terroir dans le fromage. Ouais. Et t'imaginerais pas un mec prendre un morceau de bleu et dire, ah, il y a des arômes de machin en se la pétant, quoi. Non, tu vois, le fromage, c'est du plaisir, c'est de l'échange. Et ben, en fait, le vin, c'est la même chose. Tout ce qu'on a mis autour, toute cette prétention, c'est juste du marketing pour vendre plus cher le produit. Ok. On va finir par un traditionnel quiz rapide, Nico. Est-ce que tu as un film préféré? Tu connais ma passion pour c'est une passion que je partage et je t'avoue que je pourrais te dire, il y en a 1000 hein, dans mes meilleurs films de tous les temps. Je pourrais te dire Pulp Fiction, Usual Suspect, Le Big Lebowski, Requiem for a Dream. J'en ai tellement qui m'ont marqué, mais en fait, il y en a un où je trouve que c'est intéressant, pas parce que c'est un excellent film, parce que c'est un mindset, c'est Yes Man. Yes Man, quand je l'ai vu, j'ai trouvé ça drôle, et je me suis lancé pendant 6 mois à essayer de devenir un peu Yes Man, et vraiment, ça a transformé ma vie. Et c'est pas une blague. Hein. Ah ouais? Je t'assure d'être ouvert sur les gens. Ouais, exactement. Ouais, et la bande son est géniale en plus, mais de dire oui spontanément aux gens, même quand on n'a pas l'envie, quand on t'appelle en te disant ah tiens tu veux venir à tel endroit où t'es dispo, de dire oui à tout. Et ben franchement, ça a été une des meilleures expériences et j'essaie autant que possible de rester un yes man aujourd'hui, quoi. D'accord. Encore une surprise dans ta réponse. Une boisson et un plat préféré, Nico. Bon bah là par contre je vais être dans le plus standard, je vais te dire du vin et du fromage parce que tu vois faut quand même un peu être chauvin, un peu prêcher sa paroisse. Quel fromage? Quel fromage alors j'adore le Saint-Nectaire et j'adore le comté, j'adore le morbier, non franchement les fromages c'est d'une richesse, c'est passionnant le fromage. Ok. Un livre ou un auteur que tu recommanderais pour l'été là? Alors La Vache pourpre de Seth Godin. Je le dis souvent quand on me pose la question. C'est un livre de marketing, donc c'est un livre où tu vas pas apprendre grand-chose, c'est écrit gros et ça coûte cher. Mais pareil, un peu comme Yes Man, tu vois, ça m'a apporté une vision de la vie très très différente. C'est un bouquin sur le marketing à la base, où son postulat c'est de dire il faut sortir comment dire, dans un monde d'hypercommunication et de standardisation, il faut changer de ce que tu as lu. Si tu lis un truc qui dit ça fonctionne ou il faut faire ça, et il y a de fortes chances que ça fonctionne moyennement et que ça devienne un truc générique. En fait, La Vache pourpre, l'idée c'est de dire que ce qui a le plus de valeur, c'est l'authenticité, c'est l'unicité, c'est de se revendiquer comme t'es, c'est d'être différent. D'où la vache pourpre, tu vois. Si t'es une vache pourpre, essaie pas de te fondre dans le troupeau, reste une vache différente et revendique ça. C'est pas Milka qui a fait le. Non, c'est pas Milka, mais Milka aurait pu demander des droits. Mais le livre est drôle. Il lui a donné une forme toute bizarre, ce qui fait que quand tu le ranges dans ton armoire, il dépasse. Enfin, tu vois, c'est vraiment un truc qui marque, qui interpelle. Et ben, je pense que le marketing doit fonctionner comme ça, et même les gens doivent fonctionner comme ça. S'ils ont des aspérités, il faut qu'ils capitalisent dessus et qu'ils les mettent en valeur. C'est ça qui fait leur force, quoi. Et si tu étais un personnage historique ou un héros d'aujourd'hui, tu serais qui, toi? C'est une bonne question. Moi, je crois que je serais Super Dupont. Tu vois qui c'est, Super Dupont? Ça me dit... Non, reprécise, parce que ça me dit Super Dupont, Super Dupont, c'est un super-héros de Gottlieb en BD, qui était un anti-super-héros, tu vois. C'était un super-héros avec la baguette sous le bras, le béret, et qui faisait la promotion du camembert et du pinard, et qui se battait contre l'arrivée du mondialisme pour défendre les valeurs de la France. C'est assez drôle, il y a un côté un peu régressif, c'est l'avant OSS 117, si tu veux. Ouais. C'est un peu le anti-héros bonne franquette. Et enfin, pour finir, si tu étais un DM, ou si tu devais inventer un DM aujourd'hui, toi qui es un entrepreneur, tu t'inventerais quoi? Alors, j'inventerais un truc, c'est assez psychotique ce que je vais te dire, mais il faut comprendre le pourquoi. J'inventerais une montre qui te dit combien de temps il te reste à vivre.
Et dit comme ça, tu te dis, ouais, ça va créer une psychose du temps qui passe et tout. Les gens vont regarder leur monde en permanence. Ou alors, qui te le dit juste une fois, mais en fait, les gens se prennent la tête avec des sujets qui en sont pas. Et ils se rendent pas compte que chaque jour passé est un jour passé. Des fois, j'ai envie de dire aux gens, mais rendez-vous compte, c'est pas important, quoi. Vivez, appréciez, kiffez. Vous prenez pas la tête sur des trucs qui en valent pas le coup. Donc vraiment, tu vois, la montre qui te dit, alors c'est un peu stressant, mais vraiment, je pense que ça aiderait les gens à se rendre compte du temps qui passe. Merci beaucoup, Nico, pour toutes ces réponses. Tu m'as encore une fois épaté. C'était passionnant de t'écouter. On en reste là. À bientôt pour un prochain épisode de Talking to Med, la série de podcasts de Nexialist. Merci à toi.